Bonjour à tous et bienvenue dans le Nouveau Monde. C'est l'un des rituels de la fin d'année, la visite aux armées. Le Père Noël met des Rangers, le président se rend auprès des troupes en opération. Évidemment, cette année, tous les regards ont été tournés vers Volodymyr Zelensky qui s'est rendu à Bakhmout. Il a été à la hauteur de son rôle, c'est à 3 km du front, une visite surprise qui, on l'a vu au milieu de ces hommes, qu'il a galvanisé. Il était l'un d'eux, il était vraiment... il a fait ce détour, ça valait vraiment le coup juste avant de se rendre à Washington. Et cette image qui a fait le tour du monde l'aide à plaider pour un renforcement de l'assistance militaire américaine à l'Ukraine en guerre. Elle est évidemment vitale pour continuer le combat. Bonjour Jean-Marie Bockel. Bonjour. Merci de passer par le studio parisien de Télé-Sud. On va parler du lien entre la nation et son armée. Vous êtes le président de Solidarité Défense qui dit que ceux qui nous défendent ont besoin de nous, les civils, la nation, la population. C'est assez bluffant quand même, cette image du chef d'État en chef de guerre aux côtés de ces hommes, partageant donc le bivouac et partageant surtout le risque, parce qu'à 3 km du front, vous avez toujours le risque de prendre effectivement un obus. Ça fait 300 jours que Zelensky a tombé la veste, oublié sa cravate et qu'il porte en guise d'uniforme ce t-shirt kaki et qu'on le voit ainsi faisant la guerre et s'adressant au pays en permanence pour le tenir au courant. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous gêne dans cette exhibition ou est-ce que vous dites qu'il fait le chef de guerre comme il a fait le chef d'État dans une série télévisée, ou est-ce que vous trouvez ça formidable ? En tout cas, c'est la démonstration que l'apparition du tragique, dont on pensait qu'il avait disparu dans notre société, dans notre monde, il peut être incarné à un moment donné par des personnes dont on ne l'attendait pas forcément, de par le passé que vous évoquiez du président Zelensky et même les débuts de sa présidence. Et à un moment donné, c'est plus la même personne. Il incarne le costume. Il porte la dimension tragique du monde d'aujourd'hui, d'autant plus tragique que son pays est confronté à une vraie guerre et en même temps marque une vraie résilience, un vrai courage de toute la population, à commencer par les jeunes et moins jeunes qui s'engagent, qui risquent leur vie. Donc tout ça, évidemment, force l'admiration et d'une certaine manière, cette transformation du président Zelensky, c'est une histoire édifiante pour moi. Édifiante, c'est que vous n'avez pas aucune réserve, vous dites à aucun moment, il surjoue son rôle, il est encore c'est encore un comédien. Prenons vous savez, ça c'est une autre question. Prenons un exemple, Churchill. Oui. On aurait pu prendre De Gaulle, mais Churchill a mis ses talents d'orateur, de comédien, sa capacité de comédien au plus beau sens du terme. Au fond, c'était son plus beau rôle. Et il a incarné la Grande-Bretagne en lutte. Mais également sa souffrance, sa résilience, et au fond, il a su le dire. Et il y a des personnalités placées dans de telles circonstances qui ne savent pas, qui sont écrasées, qui s'effacent, ou qui tout simplement n'arrivent pas à incarner. On ne va pas reprocher à Zelensky, parce qu'il avait à la base cette formation, ces qualités d'expression, de ne pas les mettre au service d'une belle cause. On pourrait peut-être lui reprocher. Napoléon disait comediante, tragediante. Eh bien là, c'est un tragédien, mais qui paye de sa personne, risque sa vie. C'est son plus beau rôle, mais quel panache et au service de quelle belle cause. Tout à fait. Tout le monde le salue. Mais en même temps, il y a quelques semaines, le chef d'état-major des armées américaines, le général Milley, a expliqué que l'Ukraine devrait saisir le moment et négocier avec la Russie parce qu'il était hors de portée de gagner une guerre contre la Russie. Et on a l'impression que les Ukrainiens veulent à tout prix remporter la victoire et que c'est hors de portée. Ça, c'est encore une autre question. C'est-à-dire que vous n'engagez pas un peuple dans une telle bataille
si vous ne lui donnez pas une perspective et qui en plus correspond à ses aspirations par rapport aux agressions subies, etc. Après, le temps de la négociation, il ne vient pas du point de vue de l'intérêt légitime d'un pays par, comment dirais-je, une démission en rase campagne. Il intervient au moment où vous êtes au plus fort du rapport de force que vous avez créé. Et c'est le cas. Au fond, on ne peut pas reprocher aux Ukrainiens, et particulièrement au président, de se positionner au plus fort de tous les, comment dirais-je, les résultats obtenus par leur engagement, par leur prise de risque, par leur sacrifice. En même temps, il se rend à Washington, donc par définition, il va rentrer dans une discussion avec ses alliés. Avec la liste des courses, il vient chercher de l'armement. Non mais c'est normal, imaginez autre chose, mais il y a ce que nous voyons, ce que nous entendons, et puis il y a, j'imagine, d'autres perspectives qui sont évoquées. Et s'il devait y avoir un jour une paix, eh bien, croyez bien que nous la prendrons au moment où l'essentiel des négociations, ce qui est acceptable, ce qui ne l'est pas, auront eu lieu. Mais en même temps, on n'en est pas là, apparemment. Donc, mais en tout cas, ce n'est pas en donnant le sentiment qu'on est prêt à négocier à tout prix. Exactement. Oui. Enfin, mais c'est la base même d'une négociation en temps de guerre. D'accord. Mais est-ce que Emmanuel Macron, par exemple... je ne suis pas dans le secret des dieux, en disant cela. Mais on en parle comme ça très librement. C'est des principes de base, quoi. On en parle très librement et innocemment, pourrait-on dire. Est-ce qu'Emmanuel Macron, quand il répète, quand il s'obstine à dire qu'il faut donner des garanties de sécurité à la Russie, alors que le combat n'est pas terminé, que même il reste indécis, est-ce qu'il a tort de penser à l'après-guerre ou est-ce qu'il a raison de conjurer la menace d'une guerre totale, d'une troisième guerre mondiale en Europe? Est-ce qu'il a raison ou est-ce qu'il a tort? Personne n'a tort de penser à l'après-guerre. Personne n'a tort, à commencer par les chefs d'État concernés et parmi eux le président français, d'évoquer les risques toujours possibles de dérapage nucléaire. Ça, c'est une chose. Ensuite, la question est... opportun? Non. La question est non seulement du moment, mais également du rapport de force qui se sera constitué entre les puissances alliées, à commencer par les États-Unis, mais l'Europe et un certain nombre de nations européennes y ont également leur part. Et la concertation, elle existe à travers, d'ailleurs, une institution qui montre aujourd'hui qu'elle est bien vivante, ça s'appelle l'OTAN, mais plus généralement le concert des nations. Donc, à partir du moment où il y a ce rapport de force-là, eh bien, il est normal que ceux qui sont partie prenante en tant que chef d'État évoquent cette perspective. Après, on verra. Vous savez, on ne peut pas porter de jugement sur ce qu'ont pu dire les uns et les autres à un moment donné avant d'arriver au résultat. Si le résultat est satisfaisant, on pourra dire le président Macron a été en quelque sorte un des premiers à ne pas perdre cette perspective d'un nécessaire dialogue à un moment donné. Si au contraire les choses se passent mal, évidemment le jugement sera différent. Oui, en même temps, s'il y a réellement une troisième guerre mondiale qui emporte l'Europe... Je ne parle pas de ça, je parle de la fin de ce conflit-là. Est-ce qu'il y a un risque de troisième guerre mondiale? Mais vous savez, la notion de troisième guerre mondiale, elle est un peu datée. Elle est un peu datée. Il y a eu entre-temps la guerre froide. On voit bien qu'aujourd'hui, il y a dans le monde des conflits limités mais terribles, où évidemment la dissuasion nucléaire n'est pas en cause, mais on ne sait pas ce qui peut arriver demain. On peut parler de l'Iran, on peut parler du Pakistan, on peut parler de beaucoup de pays. Par le jeu des alliances... Franchement, je serais bien présomptueux de dire que ce risque n'existe pas. Mais en même temps, je pense que, comment dirais-je, j'essaye, dans mon analyse, dans ma tentative de compréhension de ce qui se passe, de considérer que les protagonistes ont un minimum de sens commun. Moi, le discours consistant à dire tel chef d'État est devenu fou, il va faire n'importe quoi, franchement, rappelez-vous, à une certaine époque, on était sur la psychologie à 2 balles. Je pense que
quand vous lisez par exemple Le Mage du Kremlin, excellent ouvrage qui n'est pas que de la fiction, prix du premier roman de l'Académie française. Tout à fait, vous comprenez que tout de même, laissons les caricatures de côté, quoi, quand même. Hein. Est-ce qu'on peut dire que vous êtes macroniste? Moi, je suis retiré de la politique. On va parler de depuis 2 ans. Est-ce que vous êtes macroniste? Et donc, je ne suis pas engagé, si vous voulez. À partir de là, je respecte évidemment le chef de l'État. Il me propose une mission, je l'accepte. Mais je garde, si vous voulez, je garde ma bonne distance. J'aurais pu rester en politique il y a 2 ans. Mais si je quitte la politique tout en me positionnant comme vous le suggérez à l'instant, eh bien... il eût mieux valu que je reste engagé. Hein. Alors, je suis objectif, c'est-à-dire que quand le président Macron fait des choses qui me paraissent utiles, valables, bonnes pour le pays, eh bien, je n'hésite pas à le reconnaître. Lorsque j'ai des points de désaccord, eh bien, je ne le dis pas publiquement, puisque je ne suis plus un homme public, mais ça peut arriver aussi. Lorsque vous le voyez, attendez, totale liberté, si vous voulez, de jugement. Oui. Voilà. Lorsque vous le voyez sur le pont du Charles de Gaulle, en uniforme de marin, comme on l'avait vu auparavant en uniforme de pilote, ça vous semble opportun ou vous dites qu'il y a peut-être une faute de goût Moi, je le préfère en uniforme de marin sur le pont du Charles de Gaulle que dans ses enthousiasmes footballistiques. Mais en même temps, comme disait, je crois, quelqu'un de ses proches, on ne le refera pas. Donc, prenons les gens comme ils sont. Même si on a l'impression qu'il met une panoplie, même quand on a l'impression comme ça qu'il essaye une panoplie. Franchement, là pour le coup, je ne me permettrai pas de faire ce reproche parce que les exemples que vous citez d'uniformes portés, tous les présidents français, à un moment ou à un autre, ont été sur le terrain, ont porté la veste qui va bien avant de rentrer dans un avion, ou moi-même, à un niveau extrêmement modeste, quand j'étais secrétaire d'État à la Défense, je sais que les soldats aimaient bien qu'on porte la tenue de l'endroit et de l'arme où on était, dans un monde où les enjeux de défense reviennent en force, dans une mandature présidentielle où le président porte, et ça c'est à mettre à son crédit, une remontée de l'effort militaire et des budgets militaires, le fait qu'il soit en tenue sur le Charles de Gaulle ne me choque pas. Bon alors, en fait j'ai eu tort, j'aurais dû commencer par vous présenter, et il faut raconter que vous avez une longue carrière politique derrière vous. Vous avez été député, sénateur, maire de Mulhouse. Vous avez été ministre sous François Mitterrand, notamment du commerce. Puis 20 ans après, sous Nicolas Sarkozy, notamment de la coopération et de la francophonie. Vous étiez... Et secrétaire d'État à la Défense et aux anciens combattants. Ensuite, voilà. Vous étiez au Parti Socialiste. Oui. Et puis vous avez monté votre propre parti, la Gauche moderne, qui est l'un des noms du centre. Et puis maintenant vous êtes à l'UDI, c'est ça? Et ce parti était une des formations de la majorité de Nicolas Sarkozy, que j'ai soutenu jusqu'au bout, jusqu'en 2012, avec ses qualités et ses défauts. Mais je suis un homme de fidélité. Et alors effectivement, il faut d'abord préciser... avec Borloo, nous avons fondé l'UDI, c'est exact. Voilà. Et il faut ajouter, pour ceux qui nous regardent, que vous êtes d'abord peut-être alsacien, c'est-à-dire originaire d'une région qui a été écartelée entre la France et l'Allemagne et qui a été martyrisée pendant la guerre. Est-ce qu'on est davantage patriote qu'ailleurs en Alsace? Oui. Plus fanamilique qu'ailleurs? Aussi. Aussi, parce que, évidemment, on a vécu plus que les soubresauts, mais également les déchirures de l'histoire. Et quels qu'aient été les destins tragiques de certaines familles, les malgré nous pour les uns, ceux qui, comme dans ma famille, ont contribué à libérer le pays et la région, tout ça, ça a créé une relation particulière, renforcée encore par le regard que portent parfois les Français de l'intérieur sur les Français germanophones que nous sommes. Donc oui, nous sommes patriotes. Et l'Europe n'a pas effacé le passé. Non, mais nous sommes d'ailleurs aussi, peut-être parce que transfrontaliers et parce que soucieux de paix,
plus européens que d'autres. Moi, quand j'étais petit, c'était les années 60. Moi, je suis né après la guerre. Mon père, qui avait été grand invalide de guerre dans la lutte contre l'occupant allemand, a été un des premiers dans sa petite ville alsacienne à prôner le dialogue, le rapprochement, les séjours linguistiques des jeunes, et parce que il était porté, comme beaucoup d'Alsaciens, peut-être encore plus que d'autres, par cet idéal européen qui, personnellement, m'anime également. Votre vie de famille a déterminé quand même votre engagement d'une certaine manière, pourrait-on dire. Hein. Vous avez été, comme tous les Français de votre génération, vous avez fait votre service militaire, la conscription, qui a disparu depuis maintenant 1995, si je me souviens bien, ou 16. Vous avez ensuite été officier de réserve jusqu'au grade de colonel. Vous me dites si je me trompe, hein, vous m'arrêtez. Non, vous ne trompez pas. Et vous avez donc été secrétaire d'État. J'étais dans la réserve opérationnelle. La réserve opérationnelle. Vous avez été ensuite secrétaire d'État, donc à la défense et aux anciens combattants. Et les militaires me donnaient non seulement une tenue quand je sautais en parachute ou quand j'allais sur un navire, je me faisais élitreiller, mais également l'insigne de mon grade. Oui, mais c'est ça qui fait la différence avec Emmanuel Macron. Je ne suis pas président de la République. Et dans mon cabinet, on me disait, mais c'est pas bien, notamment les militaires. Je leur disais, écoutez, s'ils le mettent, c'est que ça leur fait plaisir que je le porte. Donc je ne vais pas gâcher et leur plaisir et le mien. Bon, il faut ajouter aussi que cet engagement au service du pays, vous l'avez vécu aussi en famille, puisque donc votre père avait été blessé, et votre dernier fils, Pierre-Emmanuel, qui était lieutenant au 5e régiment d'hélicoptères de combat, est mort en opération. C'était au Mali, dans le cadre de l'opération Barkhane, il y a 3 ans de ça. J'imagine qu'après un pareil sacrifice, ça doit pas être facile de voir l'armée française se replier du Mali et abandonner en quelque sorte le terrain quand même malgré tout, à la fois aux djihadistes, aux officiers putschistes, à Wagner. Comment est-ce qu'on fait pour résister à un sentiment peut-être d'amertume qui serait très naturel, hein? Une chose est la douleur que l'on ressent et qui reste vive. Une chose est l'engagement qu'on prend comme Solidarité Défense auprès des militaires blessés, des familles des tués, on en parlera peut-être. Une autre chose est le regard que je porte comme ami de l'Afrique depuis toujours, comme homme engagé au service de la relation, y compris comme maire, avec des partenariats particulièrement au Mali, là où mon fils est mort. C'est le pays d'Afrique que je connais le mieux, où je suis allé le plus souvent, où j'ai le plus d'amis, et je suis naturellement une des personnes de France les plus malheureuses de ce qui se passe actuellement. Et il y aurait là-dessus beaucoup de choses à dire. Je pense naturellement qu'on n'a pas la machine à remonter le temps, mais un jour, surtout si on veut repenser la relation à l'Afrique, et j'ai notamment comme parlementaire produit un travail là-dessus il y a déjà quelques années sur l'Afrique et notre avenir, mais il faut repenser complètement la relation. Et quand on repense la relation, il ne s'agit pas d'être dans la repentance, même s'il faut reconnaître l'histoire dans sa totalité, mais il faut savoir balayer devant sa porte aussi. Ce qui se passe en ce moment au Mali ou dans d'autres pays du Sahel, regardez le Burkina Faso, etc., on n'en porte pas la responsabilité. Ce serait d'ailleurs assez méprisant vis-à-vis de nos amis africains de considérer que tout ce qui leur arrive, y compris le négatif, ne les concerne pas, qu'ils n'en ont pas une part de responsabilité. Bien sûr qu'ils l'ont. Et ils doivent, à un moment donné, se poser aussi les bonnes questions sur les enjeux de gouvernance. Mais nous, si vous voulez, je pense que le moment est venu de repenser complètement notre relation à l'Afrique, hein, parce que c'est le principe de réalité, ce que vous avez rappelé tout à l'heure, et également sur les enjeux de défense, autant ce qu'on a fait, c'était bien, et imaginez un instant qu'on ne l'ait pas fait, hein, Barkhane, etc., la situation de ces pays, du djihadisme, mais les militaires sont les premiers à dire que leur travail doit être suivi tout de suite, j'allais dire même en même temps, hein, d'un travail de reconstruction, de retour à une gouvernance. On a essayé de le faire. Non, mais on sait qui. Non, mais la Caisse française de développement, par exemple. Non, mais d'accord, tout le monde a bien travaillé, l'AFD, l'Agence française de développement. J'étais au conseil d'administration pendant des années comme sénateur, c'est une très très belle entité, c'est une fierté française, mais la question n'est pas là. La question, elle est politique.
La question, c'est aujourd'hui comment arriver à concilier la sécurité, la gouvernance et le développement. Ce n'est pas que une affaire de tel ou tel pays occidental. C'est d'abord une affaire africaine. D'ailleurs, certains pays africains s'en sortent. Ensuite, sur le plan militaire, les militaires français, aujourd'hui, je suis en lien constant avec eux, sont les premiers à considérer que la question pour l'avenir d'une présence militaire française dans un certain nombre de pays africains, présence prépositionnée ou présence temporaire, doit être complètement repensée. Parce que sinon, vous avez des réactions de rejet de la France, vous avez souvent manipulé, je vous le concède, Oui. mais il faut aussi, vis-à-vis d'un certain nombre d'États partenaires, amis au Sahel ou ailleurs, que nous remettions cette question sur la table et que nous soyons présents lorsque clairement, et en accord avec les peuples, les sociétés civiles, on nous le demande, et certainement d'une manière qui sera différente, qui relèvera plus du partenariat, de la coopération à des armées africaines qui devront se reconstruire, s'unifier, que par une présence qui sera toujours, comment dirais-je, soupçonnée de pouvoir servir à un moment donné des intérêts ou politiciens en Afrique, ou autres, ou de puissance, ou d'influence, ou que sais-je encore. C'est ça qui est devant nous. Et ça, si vous voulez, c'est un des points sur lesquels vous parliez tout à l'heure du jugement que je porte sur le président, sur ces questions régaliennes. Je pense que sur ces sujets, dans les années qui viennent, ce serait bien que non seulement il se pose les bonnes questions, et quand on écoute ses discours, on voit bien qu'il sait poser les bonnes questions, mais qu'il se donne également les moyens, avec les partenariats qui vont bien, avec les personnes qui vont bien, pour mettre en œuvre cette politique. Ça, c'est devant nous encore. Il y a beaucoup de choses à dire. C'est des sujets qui sont passionnants. Mais il y a une bonne raison pour que vous continuiez à regarder ce qui se passe de l'autre côté de la Méditerranée, c'est que le président Macron, justement, vous a nommé à la tête de la Commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis. Alors, 60 ans après, on pourrait dire qu'il est temps de réparer le préjudice, ou même qu'il est un peu tard. De quoi est-ce qu'on parle, précisément ? Le drame des harkis, encore beaucoup de Français avec qui j'en parle aujourd'hui ne l'ont pas oublié et considèrent que c'est une sorte d'indignité dans cette fin de la guerre d'Algérie qui n'a pas été complètement réparée. Mais quoi ? De quoi est-ce que vous parlez ? Le fait de les avoir abandonnés, de les avoir laissés sur place, ou le fait de ne pas avoir obtenu des nouveaux pouvoirs algériens ? Non, ça c'est... Au départ, ça a été l'abandon. Ça a été un certain nombre de massacres en Algérie qui ont suivi l'abandon. Ça a été finalement... C'est pas les Français qui ont commis ces massacres. Oui, je ne le dis pas, vous l'avez compris. Ça a été finalement le retour et l'accueil, et tout ça s'est fait dans des conditions difficiles. Alors évidemment, c'était l'époque où en même temps on recevait, et ils étaient parmi d'autres, 1 million de Français rapatriés. Ils étaient des rapatriés parmi d'autres, mais avec cette situation particulière d'avoir été des harkis dans les dernières années de la présence française en Algérie. Ce qu'on peut dire aujourd'hui par rapport à cette mission que j'ai acceptée, parce qu'on ne refuse pas de servir son pays, j'ai accepté à condition de le faire bénévolement. J'ai une petite équipe qui est positionnée à Matignon, parce que les parlementaires ont souhaité, en début d'année, quand ils ont voté cette loi, sur impulsion du président de la République, ils ont souhaité que cette commission soit indépendante de tel ou tel ministère. J'ai accepté parce que, d'abord, j'ai conscience que la question des harkis depuis 1962, ça n'est pas une page blanche. Beaucoup de choses ont été faites par des présidents successifs, à commencer par Jacques Chirac, François Hollande, Nicolas Sarkozy, etc. Et le président Macron a souhaité faire un pas de plus dans la réconciliation des mémoires, avec cette loi qui a été votée à la quasi-unanimité. Et donc nous avons, d'une phrase, une double mission. D'abord, l'indemnisation des harkis encore vivants, il en reste 4000, et des familles, enfants, petits-enfants, qui étaient entre 62 et 75 dans des camps ou dans des hameaux. C'est-à-dire en France, et pas ceux qui sont allés dans les villes et les villages. Ceux-là ne sont pas considérés par ce texte, ce qui d'ailleurs crée évidemment des points de discussion et de désaccord avec les associations. Et l'autre partie de notre travail, c'est de faire chaque année un rapport, on est nommé pour 4 ans, où on met en exergue à la fois la dimension mémorielle, les témoignages, la parole des harkis eux-mêmes, même si beaucoup de choses ont déjà été dites, et puis leurs attentes,
leur colère parfois, leurs aspirations, leur souci aussi de reconnaissance de ce qu'ils représentent, pas simplement en termes d'indignité de certaines situations, mais également de fierté de leurs enfants et petits-enfants qui ont réussi dans la société française. C'est tout ça que nous portons aujourd'hui à travers notre commission. C'est un travail difficile. Nous sommes sur le terrain régulièrement. Nous allons voir tous les camps, etc. Nous proposons d'ailleurs, dans certains cas, d'étendre le champ de la loi à des camps, des hameaux ou des ensembles qui ont été oubliés. Mais ce n'est pas facile. J'étais encore la semaine dernière à Montpellier, nous entendons beaucoup de choses, mais c'est humainement très fort et je ne regrette pas d'avoir accepté cette mission. Honneur et respect pour les anciens combattants. Comment expliquer, ce sera ma dernière question, comment expliquer que 60 ans après n'ait pas encore sonné, l'heure de l'apaisement côté algérien, que la paix des braves ne soit toujours pas à l'ordre du jour? Je pense que les Algériens disent souvent la question des harkis, c'est une question française. Moi, j'ai envie de dire que la question de ces tensions que vous évoquiez, c'est aussi beaucoup une question algérienne, car dans l'Algérie d'aujourd'hui, avec ses aspirations à la modernisation, au changement, vous avez également beaucoup de forces conservatrices qui sont toujours en quelque sorte, qui se sont construites autour de cette guerre, autour de cette tragédie, autour de cette indépendance, et qui aujourd'hui considèrent que, au fond, c'est une manière de ne pas construire l'avenir dont l'Algérie a besoin, qu'attend la jeunesse algérienne, que de ressasser en désignant des responsables et des boucs émissaires et en occultant sa propre responsabilité, alors que les responsabilités étaient évidemment partagées. Ça, c'est un problème algérien. Mais je trouve que le président Macron a raison de prôner le dialogue malgré tout avec l'Algérie et gardons espoir, les choses changeront forcément un jour. Et il ira l'an prochain. Merci Jean-Marie Bockel, on vous souhaite un joyeux Noël. Et puis à tous ceux qui nous regardent, on donne rendez-vous l'année prochaine, en 2023. On y croit. Rendez-vous donc, même lieu, même heure. Et tous nos voeux à tous ceux qui nous regardent.